Attends, pourquoi tu lances la truite de Schubert, là ? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Enfin, au départ, il y avait quand même des gens qui rigolaient en voyant mes meubles de toutes les couleurs. Et puis petit à petit, les gens regardent, ils trouvent que c'est bien fini, que c'est une bonne idée. Alexandra, alias l'objet de mon attention, exerce un métier qui n'est pas nécessairement à contre-courant. Il s'agit de conseil en décoration et de rénovation de meubles vintage. Mais ce qui me plaît dans son parcours, c'est qu'elle est repartie de zéro il y a environ 7 ans, après une carrière florissante à Paris dans le domaine du luxe et des tendances. Comment a-t-elle créé son réseau et sa notoriété ? Qu'a-t-elle retenu de ses expériences parisiennes pour réussir dans ce nouveau job créé de toutes pièces ? Elle se prête au jeu des questions-réponses. Très bonne écoute à vous. Bonjour Alexandra. Bonjour Aline. Merci de saumonner avec moi. Alors, tu diriges une petite entreprise florissante, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle l'objet de mon attention. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, l'objet de mon attention, en fait, je l'ai créé à mon retour à Besançon. C'est une petite entreprise qui est vraiment évolutive, en fait, et qui bouge, en fait, avec mes envies. L'idée de départ, c'était de faire de la déco, plutôt du conseil en déco. Seulement, on ne s'improvise pas décoratrice. Et donc, du coup, j'ai essayé de greffer plein d'activités autour de la déco. Alors, j'ai commencé, en fait, avec la brocante et le vintage. Ça m'a semblé être une bonne approche pour montrer mes goûts, mes capacités à suivre les tendances, à détecter un peu les choses qui se passent. Et puis, j'ai eu envie de le faire différemment. Oui. Parce que, voilà, bien sûr, c'est la mode un peu du vintage, mais à Besançon, il n'y avait pas une offre très branchée, je dirais, assez traditionnelle. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire un peu de déco comme ça, en sélectionnant du mobilier vintage et puis aussi en le relookant parfois. Il y a beaucoup de relooking, oui, de fait. Oui, au départ, c'est ça qui... Au départ, c'était ça qui me plaisait. En fait, j'avais envie d'un retour à un travail manuel. Et c'est vrai que j'ai appris sur le tas. Ça, c'était on est plus légitime en fait puisqu'on montre un produit fini et donc voilà, les gens peuvent juger de votre capacité à avoir relooké ce meuble de façon à la fois jolie et originale et tendance très facilement. Et du coup, voilà, de montrer que vous y avez mis beaucoup de soins, beaucoup finalement de technicité. Alors, c'était une carte de visite finalement. Ouais, exactement. C'était un peu ça la stratégie. Alors, tu parlais d'un retour à un métier manuel oui. Et d'un retour à Besançon. Alors, il faut que tu nous expliques où tu étais avant et ce que tu faisais. Oui, alors je suis byzantine, je suis née, j'ai fait même une grande partie de mes études ici. Je suis partie à Paris en fait pour mon 3e cycle en école de commerce. Et puis j'ai trouvé du boulot juste à la sortie de l'école à Paris. Donc j'ai travaillé 10 ans à Paris dans l'industrie du luxe pour des maisons de couture et de prêt-à-porter. Et j'étais commerciale, export, donc plutôt Europe du Nord, c'était ma spécialité. D'accord. Enfin ma zone géographique de prédilection. Et donc je voyageais énormément pour en fait... alors c'est marrant parce que c'est un boulot, les gens n'ont jamais compris en fait en quoi ça consistait. Non, mais c'est vrai, y compris mes parents. En fait, c'est pas être vendeuse en boutique, c'est être commerciale dans la mode. C'est en fait vendre les collections aux boutiques, justement, aux grands magasins, aux sites internet. Pendant les fameuses semaines de la mode, les Fashion Week et les défilés, en fait, il n'y a pas juste les défilés, il y a derrière des showrooms pendant lesquels vous présentez pendant à peu près une semaine les collections aux acheteurs du monde entier, en fait. Et ça 4 fois par an. Et donc ensuite, après avoir vendu ces collections, vous voyagez chez vos clients pour installer les collections qui avaient été vendues auparavant et puis former les équipes de vente, le merchandising, etc. Donc voilà, c'est un vrai boulot simple mais pourtant méconnu du grand public. Et donc voilà, et j'ai fait ça pendant 10 ans et puis j'en ai eu un peu marre. J'avais envie de changer parce que finalement, même si le produit change tous les 3-4 mois. La technique reste la même. Voilà, la technique reste la même. C'était vraiment de plus en plus dur. Il y a énormément de concurrence, en fait, dans la mode. Et puis, il y a des phases. Il y a des phases où votre marque... Alors moi, j'ai eu de la chance. J'ai été vraiment chez Chloé à un moment hyper cool pour Chloé. Et j'ai été chez Lanvin à un moment hyper cool pour Lanvin. Mais voilà, toutes les marques ont des hauts et des bas. Et voilà. Et il y a des grosses pressions budgétaires, en fait. Et au niveau de l'ambiance,
On a un peu l'impression que le milieu de la mode, c'est très particulier. Et très, oui, mais alors en fait, quand vous êtes dedans, bah, du coup, vous êtes cette personne particulière. Et donc, vous êtes entouré de... Moi, j'ai rencontré des gens, mais extraordinaires, quoi. Oui. Et puis, je parle même pas des stars, parce que des stars, on en voit plein, évidemment, d'assez près. Mais finalement, c'est un milieu, voilà, il faut absolument lire les livres de Loïc Prigent, oui. Qui sont, voilà, des pépites, quoi. Enfin, si on le suit pas sur Twitter. Mais alors, à la fois, je sais pas si ça me plaît énormément parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Enfin, c'est-à-dire que la moitié des phrases, j'aurais pu les entendre et l'autre moitié, j'aurais pu les dire à l'époque, en fait. Mais je sais pas si ça parle aux gens qui n'ont pas bossé dans la mode. Ouais. Si. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est exactement ça. Hein. Et donc, c'est super cool. Et vous faites des fêtes incroyables. Vous rencontrez des gens vraiment spéciaux. Et c'était... Ouais, non, c'était vraiment un défilé. C'est un des trucs les plus magiques que j'ai vécu, quoi. Mon premier défilé, je m'en rappelle comme si c'était hier, quoi. Vous avez le cœur qui se cale sur la musique, c'est très court en fait, et c'est vraiment, moi ça m'a complètement fait vibrer, quoi. Oui, c'est assez intense. Ouais, et donc à chaque défilé vous dites waouh, je bosse, je trime comme une tarée pour ça parce que c'est magique, quoi. Mais derrière tout ça, il y a une pression folle. Enfin, moi, sur ma zone, j'avais plusieurs dizaines de millions d'euros en fait en responsabilité. Donc, vous avez une pression dingue. Et puis, comme c'est très régulier et c'est très court, hein, vous concentrez en fait des acheteurs du monde entier sur quelques jours à peine. Et donc, votre objectif de millions d'euros, vous devez le faire en 3-4 jours. Vous pouvez pas être malade, vous pouvez pas vous absenter pour quelque raison familiale que ce soit. À un moment, si vous n'êtes pas là pendant ces jours-là, voilà. Vous faites pas votre chiffre et une sacrée pression. Ouais, grosse. Mais comme beaucoup de boulots de commerciaux, mais là, ce qui est particulier, c'est cette concentration temporelle en fait, qui est vraiment spéciale. Mais donc voilà, donc c'est assez usant. Et donc après, tu as eu envie de... Donc là, j'avais envie de changement. Et puis, coup de bol, en fait, je me disais, mais... comme quoi, de l'importance du réseau. Je me disais, moi, là, aujourd'hui, si je pouvais claquer des doigts et aller où j'irais chez My Little Paris, c'est vraiment une boîte qui avait l'air vraiment cool, en fait. Qui était assez émergente, j'imagine, à l'époque. Oui, alors c'était le milieu, je dirais. C'était plus la start-up. Ils n'avaient pas encore été rachetés par Au Féminin, donc c'était pas encore la grosse structure. C'était vraiment entre les deux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est My Little Paris ? En fait, c'est une start-up française créée par une entrepreneuse vraiment intéressante. Et donc, en fait, à la base, cette fille, c'est une amoureuse de Paris. Qui avait un boulot assez classique dans le marketing, dans la parfumerie et les cosmétiques, qui avait toujours les bons plans pour ses copines, le bon resto que personne connaît, le bar super cool qui fait tel cocktail, le joli point de vue sur Paris, et donc un peu la mythologie de My Little Paris, c'est qu'elle prenait le métro, elle sortait n'importe où et voilà, elle explorait le quartier et les environs et elle discutait avec les vrais gens qui habitaient sur place. Et puis, à force, ses copines lui demandaient tellement régulièrement, j'ai un date, où est-ce que je vais ? Elle a commencé par les mettre par email et les envoyer à un groupe d'amis. Et puis, ça a fait boule de neige. Le mail, c'est en fait... transformé en newsletter. Le mail s'est transmis, en fait, partout dans Paris, et jusqu'au jour où son boss rentre dans son bureau et lui dit « Mais t'as vu ce truc cette petite newsletter là, qui parle de resto et d'endroits cool à Paris, c'est vraiment sympa. » C'est incroyable. Et elle s'est dit bon voilà, c'est le moment. Je pense que c'était une entrepreneuse dans l'âme, elle le savait pas encore, mais là elle a tout plaqué pour créer My Little Paris. Donc au départ c'est les bons plans et les chouettes adresses de Paris, et puis pour monétiser en fait ça, c'est devenu une agence de com en fait et d'événementiel. Et moi en fait je recevais ces newsletters et c'est vrai que le ton, les illustrations de Kanako, ça me parlait, quoi. Je trouvais ça vraiment et je me disais ça doit être une boîte hyper cool. Et là l'univers t'a entendu. Oui, et en fait j'avais rencontré via le boulot quelqu'un qui connaissait très bien en fait cette entrepreneuse, et il me dit t'as un rendez-vous avec Fanny dans 10 jours, je l'appelle et c'est sûr elle te recevra parce que voilà, je pense que tu as un profil qui peut l'intéresser. Et puis, ils sont en expansion, donc ils cherchent toujours du monde. Et donc, qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Alors, en fait, elle avait lancé My Little Box.
Et donc là, finalement, c'était pas vraiment My Little Paris, c'était My Little Box. Mais j'étais en charge de tout ce qui était goodies, en fait. C'était plus un boulot un peu d'acheteuse voilà, un chef de projet, quoi. D'accord. Donc, une vie quand même à Paris super trépidante. Et de fait, tu as tout plaqué, toute cette vie-là, alors, pour revenir à Besançon. Alors, tu avais de bonnes raisons. Oui, alors c'était pas du tout prévu, puisqu'au moment où je prends le boulot chez My Little Paris, ça me plaît beaucoup, je me dis que je vais y rester. Après, j'avais quand même un mari qui vivait à Besançon et on se voyait que le week-end, alors ce qui était... lui, il bossait beaucoup par ailleurs. Hein. Et voilà, paf, on a un coup de cœur pour une maison et qu'évidemment, il n'allait pas acheter seul. Et donc, on se dit, mais... vous avez saisi l'opportunité. Voilà, c'est ça. Créons... voilà, il m'a dit, à toi de créer la vie professionnelle que tu veux pour qu'on s'installe ensemble à Besançon. Ouais. Et alors là, du coup, à Besançon, tu es partie de zéro, presque zéro. Ouais, voilà. Professionnellement, complètement. Professionnellement, voilà. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé ? Alors déjà, le vintage, c'est venu vraiment très très vite, en même temps que le projet de revenir à Besançon. Ouais. Ou est-ce que tu as laissé un petit peu de temps pour que ça émerge ? Après, je pense que je l'avais en tête. Après, il y avait aussi un truc tout bête, c'est que à Paris, alors j'avais quand même la chance de vivre dans 45 mètres carrés. Et puis là, en revenant à Besançon, j'avais plus de 200 à meubler. Donc, il y a un truc tout bête. Et on récupérait rien de famille. Enfin, je veux dire, pas de meubles de famille ou de trucs. Et donc, vous avez la solution d'aller chez le Suédois où vous pouvez finalement chiner et ça commençait à être bien à la mode. Donc, et voilà. Et donc, on s'est mis à chiner en fait de façon plus régulière pour meubler la maison. Puis en même temps, je voyais bien qu'il se passait des choses en fait. On commençait à voir en fait sur... Oui, c'était les débuts. Au départ, c'était plus Pinterest d'ailleurs que Instagram. Et on voyait un peu de... Je me disais, tiens, ça doit être cool de travailler de ses mains, de relooker ses meubles. En plus, c'est une activité qui, au départ, ne demande pas un investissement fou, un peu d'outillage. Mais de toute façon, quand vous achetez une maison, vous avez besoin d'une perceuse, d'une boîte à outils, et puis de la peinture. Alors après, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé en me disant, de la peinture, il y en a à 15 balles. Pourquoi acheter de la peinture chère, en fait ? Si, en fait, on le fait une ou deux fois, et puis après, on se dit manifestement, OK, j'ai compris. Donc, je me suis formée toute seule, sur plein de choses. Et du coup... Et du coup, on améliore sa technique. Atelier. Alors, c'était ça, en fait. En plus, cette maison, elle était quand même parfaite, puisqu'au sous-sol, il y a cet atelier avec cette pièce, avec à la fois de la lumière naturelle et une entrée indépendante. Oui. Et je m'étais dit, ça peut faire un peu showroom sans que les gens passent par la maison, en fait. Et donc, ton idée initiale, c'était ça, c'était de relooker des meubles. Relooker des meubles. Et je me souviens, moi, de toi au tout début, parce que tu faisais les brocantes, tu étais présente, et je me suis dit, mais cette fille, c'est un ovni, parce que finalement, tu t'es mis à côtoyer les vrais brocanteurs qui sont là depuis X années. Et comment ça s'est passé avec eux au départ ? Ils t'ont pas juste pris pour la petite Parisienne qui Instagramme tout ce qu'elle fait Alors, en fait, le début, ça a même été dur, même avec les organisateurs de brocantes, parce qu'au début, on m'a dit « Ah oui, mais vous, qui relookez, en fait, c'est une escroquerie, en fait. C'est-à-dire, c'est pas des trucs anciens qui sont repeints et vous faites genre... » Enfin, c'était un peu ça, l'a priori. Et donc, ça a été dur. J'ai pas eu de la place tout de suite. Quand je suis revenue à Besançon, j'ai quand même travaillé sur le projet entre 6 mois et 1 an, quand même, avant de me lancer. Le temps de chiner, d'apprendre, d'affiner mon projet de façon très marketing, en fait, puisque My Little Paris, c'était vraiment ça qui était génial. C'est que tu as pu apprendre aussi. On a eu c'était une super formation marketing. Donc, je voulais avoir un logo, je voulais avoir presque une charte graphique, je voulais essayer de travailler sur l'univers et pas proposer justement dans cet univers de brocante, parce que des brocanteurs, il y en avait plein. Donc, ça sert à rien d'arriver. Vous n'êtes pas légitime en plus, donc vous êtes nouvelle, vous arrivez, vous débarquez, et puis vous faites la même chose que les autres, vous allez le faire moins bien. Donc, il fallait trouver une valeur ajoutée. C'est vrai que le relooking était cette valeur ajoutée. Et puis, le fait de présenter aussi
mes stands comme des petits appartements Oui. décorés et non pas comme un stand de brocanteur. Et donc finalement, après, une fois que tu es entrée dans ce monde-là, finalement, tu as été plutôt bien accueillie. Mais oui, parce qu'en fait, j'étais pas vraiment une concurrence pour eux au départ. Parce que j'étais trop différente et surtout, j'étais acheteuse. J'étais acheteuse de choses qui leur rapportaient pas forcément grand-chose, puisque forcément, les tendances venant de Paris et puis ayant l'habitude d'être un peu à l'affût de tendances, j'avais peut-être un petit peu d'avance en arrivant à Besançon avec mes pieds compas et mes années 50, 60. Et du coup, ils me voyaient finalement... au départ, il y avait quand même des gens qui rigolaient en voyant mes meubles de toutes les couleurs. Et puis des clients, c'était surtout les clients. Finalement, les brocs, ça s'est pas trop mal passé. Les clients avaient Les clients, je détonnais, quoi. C'est sûr que le stand était moins rempli, il y avait des couleurs. Et puis c'était les meubles de leur grand-mère, mais genre jaune, quoi. Donc, et puis petit à petit, les gens regardent, ils trouvent que c'est bien fini, que c'est une bonne idée. Et puis les brocs, ils vous vendent des petits meubles et des trucs. Donc finalement, ça a été... et puis les organisateurs voient que vous travaillez du vrai vintage et donc ça se met en place. Voilà. C'est allé assez vite, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu rageant. La première discussion que j'avais eue avec cette organisatrice là, elle m'avait un peu... c'est pas décourageant, mais il y a toujours des choses que vous imaginez pas en fait quand vous entreprenez en fait, et des Bien portes sûr. Ou des obstacles en permanence. Mais celui-là je l'avais pas anticipé. Et comment est-ce que tu as fait pour asseoir ta notoriété, pour commencer à te créer du réseau, de la visibilité? Donc il y avait effectivement les brocantes, mais je pense que tu as fait d'autres choses, parce qu'aujourd'hui tu es assez visible à plein d'égards. Alors il y a beaucoup de choses. Déjà la brocante, au départ je la faisais tous les mois, donc ça revient vite quand vous devez relooker, transporter et puis essayer de présenter des choses un peu différentes à chaque fois. Il y a le réseau, hyper important. Alors le réseau, moi j'étais byzantine, donc j'avais quand même de la famille ici, mon mari, ma belle famille, des amis d'enfance, de fac, et puis les amis d'amis finalement. Revenant ici, de toute façon, je me créais un réseau d'amis plus étoffé que celui que j'avais laissé en partant à Paris. Et donc, de fait, il y a un réseau naturel qui se crée. Le réseau, c'est vraiment... dans une ville... à Paris, c'est plus difficile, mais dans une ville comme Besançon, c'est facile. Depuis 6-7 ans, je suis revenue. Je pense que si on veut demander quelque chose à quelqu'un, on peut le trouver en 2 personnes. L'histoire de tout le monde connaît tout le monde avec... c'est vrai. Avec 7... Je crois qu'il y a 7 degrés de différence. À Besançon, c'est 2, quoi, si vous vous débrouillez bien. Quoi. Et ça... mais parce qu'on travaille en équipe, j'ai envie de dire, avec mon mari, avec mon père, avec mon beau-père. Ton papa qui t'aide beaucoup pour apporter des meubles. Mais ça, c'est hyper important. Et pour tous les gens qui créent une petite entreprise comme ça, je pense que l'entraide familiale et des amis est super importante. Et c'est vrai que après ça dépend de votre caractère. Des fois, vous osez pas forcément demander, mais je pense que les gens sont prêts à vous aider et c'est naturel, et plus ou moins normal. Quoi. Et est-ce que tu peux nous parler de l'association Pop & Folk, du coup, parce que ça peut faire partie aussi de la création, du fait d'étoffer ton réseau. Alors ça, c'était une autre partie, en fait. On se retrouve quand même... Je suis quand même passée d'un travail salarié où on travaillait énormément en équipe à toute seule chez moi. Le côté entrepreneur, vous êtes un peu laissé à vous-même, et en plus auto-entrepreneur, c'était quand même relativement récent comme statut, et toutes les espèces de petits groupements d'aide à la création d'entreprises n'étaient pas forcément, c'était quand même des entrepreneurs assez traditionnels qui vous aidaient, et du coup c'était pas forcément très bien connu. Et puis par les réseaux sociaux, en fait, vous vous rendez compte que dans votre région, il y a plein de gens comme vous, principalement des filles. Mais en fait, c'est via les réseaux sociaux, et notamment la marketplace Etsy. Et donc, c'était plein de créatrices. Je me suis mise à échanger avec des créatrices qui sont devenues des amies et qui sont comme mes collègues, en fait, finalement, puisque c'est à la fois mes amies, puisqu'on s'entend bien, et en plus, on a un métier proche, même si chacune ses spécificités, mais on a les mêmes problématiques, en fait, de structure. Et la sauce est née de ça.
parce qu'on avait envie de faire des choses ensemble. Et aussi, on se retrouvait, alors pas forcément moi, parce que moi j'ai toujours été active localement et un peu moins sur Internet, mais quand même, ces autres filles-là ont du succès partout dans le monde sur Internet, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux marketplaces comme Etsy, qui vous permettent de lancer un produit et de le vendre partout dans le monde. Et ça peut super bien marcher et que les gens n'aient absolument aucune idée, les gens localement, que vous habitez en fait à Besançon ou dans le Jura ou en Franche-Comté ou à Dijon. Et du coup, l'idée, c'était de donner de la visibilité à ces personnes-là. C'était de montrer que la région a du talent, qu'il y a des choses, parce que c'est plutôt... dans cette assoce-là, on fait un point d'honneur de ne sélectionner que des gens qui ont justement un produit, alors certains diront très marketé, moi je dirais avec un vrai univers bien construit, une vraie identité de marque, qui brouille du coup, parce que c'est tellement joli et qualitatif et bien, bien maîtrisé de la fabrication jusqu'au packaging et tout ça, que les gens n'imaginent pas que ce soit local, puisqu'il y a encore une image très tradie de l'artisanat, du mec dans son atelier, un peu crado, qui un peu brut de décoffrage, avec le savoir-faire, mais pas forcément le savoir-vendre. Et du coup, nous, on est tout à l'opposé de ça, ce qui n'empêche pas d'avoir le vrai savoir-faire authentique et hyper quali. Mais aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, puisque il y a beaucoup de reconversions, je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de travailler de leurs mains, en fait, et d'être artisans. Du coup, il y a beaucoup de concurrence. Vous êtes en concurrence avec le monde entier via Internet, et donc il faut aujourd'hui, je trouve que c'est important qu'il y ait un vrai package autour de votre produit. Et donc on s'est rapprochés comme ça. Et vous organisez des événements. On organise des événements de temps en temps. Régulièrement, pas aussi souvent qu'on voudrait. Et je dirais que ça t'a quand même aussi apporté une autre visibilité, cette association, parce que, je pense que tu l'as co-créée. Oui. Il y a aussi Créa Byzantine, oui. On pourrait citer plusieurs personnes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça a fait de toi la petite fille adorée des médias locaux d'abord. Parce que t'es la bonne cliente quand même. Si France 3 passe, Alexandra est interviewée. Non, mais alors en fait, il y a un truc, j'ai réalisé un truc tout con, et je pense qu'encore une fois, on n'y pense pas forcément quand on se lance. La presse a besoin de nous. Oui. Cherche des sujets, oui. La presse cherche des sujets, en fait. Sûr. Et la presse n'existe pas s'il n'y a pas des gens qui font des trucs. C'est aussi bête que ça. Mais il faut juste qu'ils vous trouvent, ou que il faut qu'ils sachent que vous êtes là, quoi. Mais si vous faites un truc qui sort un minimum de l'ordinaire, la presse sera là pour le relayer, puisque eux, c'est leur nourriture, quoi. Et ils ont besoin de ça. Donc, effectivement, quand vous créez une entreprise, à Besançon, il y a des chances que la presse se penche dessus. Donc mais au départ, il faut aller frapper à leur porte. C'est ça, vous avez fait des communiqués de presse. Moi, j'ai fait un Media Kit, quoi. C'est ça. Voilà, c'est encore une fois méthode un peu start-up. Puis, honnêtement, en plus, les gens se rappellent hyper longtemps de vous avoir vu dans la presse locale. Donc, ça marche longtemps. Donc, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Je pense que c'est... Moi, je n'ai pas postulé à la Maison France 5, en fait. Alors voilà, on va en parler, puisque tu es passée dans la Maison France 5, quand même. C'était il y a un an, pile. Le tournage enregistre, là, donc c'était novembre 2018. Et tu vas nous expliquer, j'allais te demander comment la Maison France 5 t'a trouvé. Je pense que c'est les réseaux sociaux. D'accord. Moi, j'ai toujours un peu ce complexe de la légitimité, quoi. Comme je me suis formée toute seule à la déco, et j'aurais jamais eu l'idée de dire venez me voir, parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien, c'est pas assez légitime, etc. Et du coup, quand la fille m'a appelée, je pense que je suis tombée de ma chaise, et je pense que jusqu'au moment où ils ont sonné à la porte le matin, j'y croyais pas, quoi. Oui. C'est vraiment, je vais pas dire un accomplissement, parce que ce serait comme la fin de quelque chose, et qu'on peut toujours faire plus, quoi. Mais c'est un super marqueur de reconnaissance. Et en plus, c'était une expérience super chouette. C'était un gros stress de les accueillir ? Ouais. Je pense que la veille, à minuit, j'étais encore en train de changer des trucs, de nettoyer,
Oui, oui, et puis on ne sait rien à l'avance. Ah oui. C'est-à-dire il n'y a aucune question envoyée à l'avance. Ils sont vraiment, ils veulent de la spontanéité. Tout est fait en une prise. Donc si vous dites, voilà, après ils ont un travail de montage derrière. Mais ce côté très spontané, en fait, je pense que les gens aiment bien cette émission pour ça. Donc ça fait 6-7 ans, comme tu le disais, que tu es revenu. Et aujourd'hui, l'objet de mon attention, donc il y a le mobilier vintage que tu rénoves, de la décoration. Donc tu es aussi conseillère auprès de personnes qui te demandent. Ouais. Tu travailles aussi donc avec le Palais des Congrès de Besançon, on va dire Micropolis. Oui. Tout ce que tu fais, c'est quelle proportion? Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Alors juste sur le conseil, c'est aussi bien les particuliers que les pros, en fait. Oui. Ça m'est arrivé de faire par exemple le bureau d'un chef d'entreprise. Oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé de faire une boutique ou de faire de la décoration événementielle pour une grande marque d'horlogerie qui est basée à Besançon. La partie vintage est encore importante, je dirais c'est quasiment du moitié-moitié en fait, un tiers, avec aussi le conseil et les animations créatives que je fais pour Micropolis sur différents événements. Et puis le vintage aussi, c'est à la fois des choses que je chine, que je transforme, que je propose en brocante, mais aussi des commandes. Donc ça, c'est un peu invisible. D'accord. Ah oui, effectivement. Il y a aussi, des gens vu qui que ça, je le fais, des gens qui me disent, j'ai tel meuble de ma grand-mère, mais j'ai pas envie de le mettre chez moi, est-ce que vous pouvez me proposer un truc? Donc ça, c'est aussi une partie comme ça. Mais de moins en moins, parce que le temps manque quand même. Mm-hmm. Ouais, tu fourmis quand même d'idées. Hein. Tu fais des petites bougies parfumées dans des contenants vintage. Je me rappelle que tu mettais des petites guirlandes dans tes dames Jeanne et ça leur donne tout de suite une autre allure. Est-ce que tu as comme ça d'autres projets en cours, des envies, que tu as des idées peut-être que tu n'as pas envie d'en parler. Non, si. Alors après, on voit pas mal de... Après, je voudrais aussi décomplexer les gens par rapport aux idées. Les idées, elles tombent pas du ciel, quoi. Et je l'ai vu dans la mode, je l'ai vu chez My Little Paris, et je le vois encore. Les idées, elles sont dans l'air. Elles sont aussi beaucoup sur Internet et les réseaux sociaux, et elles sont chez... Voilà. Et du coup, les Dames Jeanne, la petite guirlande dans la Dame Jeanne, je ne l'ai pas inventée, hein, oui. on est d'accord. Donc après... tu mets juste en fait en évidence quelque chose qui est... Disons qu'il y a une espèce de tendance qui est le détournement, l'upcycling. Alors après, il y a beaucoup d'anglicisme, désolée, mais là, c'est disons le détournement d'objets, ou alors de fait de donner une deuxième vie. On le fait avec les meubles, et puis mais on peut pas faire, moi je peux pas faire que des meubles, ça prend énormément de temps, et puis en fait c'est pas finalement ce qui vous rapporte le plus d'argent, puisque vous avez passé tellement de temps dessus, vous pouvez pas facturer le nombre d'heures. Donc après c'est plus sympa de détourner, c'est complémentaire de détourner des petits objets. Donc effectivement la vaisselle, là cette année j'ai fait des petites avec des papiers anciens, j'aime bien, j'ai chiné plein de jolis papiers anciens, donc j'ai envie de les utiliser. Là j'ai fait des espèces de guirlandes personnalisées avec des perforatrices, et puis des vieilles partitions, des vieilles cartes et des vieux livres avec des gravures. Donc pour faire des décos de Noël en fait. Voilà, utiliser ces papiers comme ça. Et puis il y a pas mal, on voit beaucoup de lampes sur les réseaux sociaux aussi. Donc c'est vrai que les opalines, c'est des choses qu'on peut chiner assez facilement. Et du coup j'avais envie de travailler là-dessus aussi. Et tu as aussi beaucoup d'objets tels quels que tu chines, et une jolie théière, une petite coupelle. Et je trouve toujours que tu as l'œil. Alors j'aimerais te demander où est-ce que tu chines, parce que ça semble fou, parce que moi je pense que je vais dans les mêmes endroits que toi et je trouve pas la même chose. Ouais, alors je chine aux Emmaüs, évidemment, sur les réseaux sociaux, un petit peu, encore que souvent, il y a les frais de port qui se rajoutent, donc c'est plus pour moi, en fait, que je chine sur les réseaux sociaux que pour revendre. Les Emmaüs, on trouve quand même de moins en moins de choses. Il y a énormément de monde, et puis c'est connu, quoi, donc sur les petits objets, ça peut marcher. Sur les meubles, non. Les meubles, c'est Le Bon Coin.
D'accord. Qui marche bien. Après, l'avantage de travailler avec des brocanteurs, c'est que de temps en temps, il y a un lot de quelque chose qui rentre. Là, par exemple, j'ai acheté un lot de 40 petits verres avec des étoiles pour faire des bougies. Parce que la fille, voilà, c'est une brocanteuse et elle m'a dit, ah bah j'ai ça, je pense que c'est pour tes bougies, ça serait bien. Et du coup, ça c'est cool d'avoir le réseau de brocanteurs aussi qui peut proposer des choses. Ou pareil, les Dames Jeanne, je les achète en lot, en fait. D'accord. Je sais quel marchand peut en avoir. Et puis, voilà, ça se fait comme ça. Et après, les meubles, c'est plus ponctuel. Et la tendance, on va dire un peu scandinave, années 50, années 60, elle s'essouffle ou c'est encore... Ouais, elle s'essouffle. Moi, j'en ai un peu marre, là. Et du coup, tu penses qu'on va vers quel Art déco. Art déco. Ouais. D'accord. Vraiment, plus ancien, du coup, plus rare. Je pense que, comme toute tendance, elle a été récupérée, détournée, et puis on en voit trop chez Maison du Monde, en fait, pour dire les choses. Oui, cette fois-ci, c'est très, très démocratique. Et puis, il faut quand même mélanger les choses, c'est-à-dire que, enfin, voilà, moi, j'en vendais plein, des pieds compas, j'ai pas que ça chez moi, j'ai mélangé avec d'autres trucs, d'autres époques, on a vu trop de photos Le total look. De total look, blanc, bois clair, pied compas et pseudo-scandinave. C'est même plus du vrai scandinave. Enfin, ça peut paraître un peu snob de dire ça, mais parce qu'il faut que tout le monde ait accès à tout. Mais encore une fois, ça coûte moins cher d'acheter un vrai truc. Alors, pas forcément une pièce signée, hein, on est d'accord, mais une petite commode pied compas, ça coûte moins cher en brocante que dans un grand magasin de déco. Et donc, alors que ça vient d'Asie et tout ça. Donc, après, ça prend du temps. C'est ça. Faut aimer ça aussi. Ouais, alors moi, j'ai détesté ça. Hein. Ah bon? La première fois. Ah oui, non, et voilà. Oui. Ah, quand même. C'est pareil. Voilà, la première brocante à laquelle je suis allée, je me suis dit, mais quelle... En plus, voilà, je pense que j'étais en plein dans ma période luxe. Ah oui, le choc des contrastes. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens font là? Tout est sale, et je vois rien de bien. Tout change. Oui, à chaque âge, c'est plaisir. Voilà, tout change. En effet. On évolue. Et alors justement, quelqu'un qui aimerait apprendre à chiner, y aller davantage, est-ce que, je sais pas, tu aurais des petits conseils? Justement, au début, tu n'aimais pas ça. Et comment tu as fait? Comment tu as aiguisé ton œil? Dénicher des choses, déjà, il faut savoir ce que vous cherchez. Et donc moi, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, à regarder des magazines, à lire des blogs. Voilà, je vis déco. Enfin, et vous pouvez pas avoir l'œil pour une pépite si vous savez pas quelles sont les pépites. Voilà. Oui. Donc, mais après, la pépite de quelqu'un n'est pas forcément la pépite de quelqu'un d'autre. Vous voyez, enfin, je pense que voilà, mes parents, ils se demandent pourquoi j'ai autant de vieilleries chez moi, en fait. Donc, tout est relatif. Mais déjà, il faut se nourrir. C'est comme les idées, en fait. Voilà, il faut se nourrir, regarder plein de choses, et puis... voilà, et pas hésiter à être bousculé, parce que moi, vraiment, la brocante, ça bousculait mes habitudes. J'achetais des trucs Ikea, blancs, fonctionnels, et puis pour faire joli, je mettais... enfin, surtout à Paris, dans 25 mètres carrés, oui. C'était surtout mon joli sac à main, et puis mes jolies chaussures, et un bouquet de fleurs, quoi. Ouais. Voilà, après... je pense que le vintage plaît beaucoup parce qu'aujourd'hui, on veut moins avoir la même chose que les autres. Oui. Et ça vous permet ça, à moindre frais quand même, d'avoir quelque chose de très personnalisé. Et encore une fois, je rebondis sur mon métier de conseil en décoration. L'idée, c'est pas de mettre ce que moi j'aime chez mes clients, c'est de mettre ce qu'ils aiment, et ils ne le savent pas encore, de les aider à définir ce qu'ils aiment. Après, si quelqu'un veut un truc super tendance, voilà, je vais leur dire, voilà, la tendance c'est ça, mais on peut mélanger avec cette pièce-là que vous avez, qui est très jolie. Et c'est ce mélange qui fait que tout est très, très personnalisé. Voilà, regardez des choses qui vous font un peu sortir de vos habitudes, même si c'est pas immédiat, en fait. Le fait de vous nourrir de tout ça, après, les idées germent, en fait. Et après, tout d'un coup, vous allez avoir un coup de cœur dans une brocante. Peut-être qu'il y a 2 mois, vous l'aurez vu dans un magazine chez quelqu'un, et puis vous-même, vous en rappelez pas forcément, mais
Vous dites, bah tiens, ça, hop, voilà, j'ai un coup de cœur et il irait bien là, chez moi. Après, moi, j'ai aussi chiné des trucs en ayant des coups de cœur, en me disant, ben, j'ai un coup de cœur pour l'objet, je sais pas où je vais le mettre, mais alors il reste dans mon garage quelques temps, et puis au bout d'un moment, ben, je lui trouve pas sa place, parce que c'est pareil, on peut pas tout... Oui. On peut pas tout reproduire chez soi. Il y a des choses qui marchent pas dans ma maison. Il y a des choses qui, voilà, que peut-être, oui, j'ai chiné au début. Après, au début, on sait moins. C'est un travail quand même Bien de sûr. chiner. Enfin, je veux dire, c'est pas un travail, mais c'est un exercice. C'est un Donc, exercice et ça plus, s'affine. moi, j'ai acheté plein de trucs. C'était des erreurs, quoi. Voilà, je l'ai dit. Finalement, j'ai pas eu envie de les mettre chez moi, ni de les présenter sur mon stand. Donc, ben voilà, je les revends pas cher tels quels. Et puis, ou je les donne. Et puis aujourd'hui, j'en fais moins parce que mon œil voilà, et j'anticipe peut-être mieux ce que les gens veulent ou pas. Est-ce que tu as souvenir d'un vrai déco faux pas de quelque chose que tu aurais acheté et que tu regrettes vraiment? Non, en fait, les vrais faux pas que j'ai faits, c'est prendre des choses en me disant la ligne est belle et je peux en faire quelque chose, mais c'est trop de boulot pour le rendu. Là, du coup, c'est plus professionnel en fait. C'est et après, les erreurs, c'est plus dans le timing, en fait. Ouais, je suis toujours en retard, en fait. J'évalue jamais assez bien la date de remise de remise des objets. Et du coup, je suis souvent en retard. J'avoue. Non, mais parce que c'est ça aussi, quand on relook, on a toujours des surprises. Oui. Je veux dire, même après 5-6 ans il y a toujours un truc qu'on n'a pas anticipé, quoi. Et c'est le charme de l'ancien aussi, mais voilà, un jour vous perdez la clé de la porte qui ferme à clé, quoi. Et vous la cherchez partout et vous devez livrer votre meuble et vous ne pouvez pas commencer à le peindre parce que vous ne pouvez pas ouvrir la porte et la démonter, quoi. Oui, et en effet. voilà, ce genre il se passe toujours un truc. Mais du coup, c'est vrai que néanmoins, je résous les problèmes plus facilement qu'il y a 5 ans en arrière, évidemment. Donc voilà. Et après, moi, je suis toujours... chez My Little Paris, on m'a appris à partager ses savoir-faire. Et donc, du coup, sur la brocante, je suis très... les gens parfois me demandent des conseils. Et du coup... je suis toujours là pour répondre, en fait, à conseiller un produit, conseiller une peinture, conseiller une façon de faire à mon humble niveau, parce que voilà, moi j'apprends toute seule, mais je trouve que c'est important de partager ça aussi, parce que quand les gens font, ils se rendent compte que c'est pas fait en un claquement de doigts et que ça prend du temps, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, Alexandra. De rien, merci à toi. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.